Bien, merci à tous d'être présents ce soir. Donc, ça sera la dernière session du cycle de conférences organisé par l'Association française d'archéogéographie, cette année encore à l'Académie du climat, que j'en profite pour remercier toujours de leur accueil chaleureux. On est ravis d'être ici et donc d'accueillir pour cette dernière séance un collègue qui s'appelle Antoine Dorizon, qui est chercheur, jeune chercheur, qui est docteur de l'Université de Paris et actuellement chercheur sur une bourse Marie Curie à l'Université de Newcastle, qui est spécialiste, comme vous allez le voir, du Mexique, même de l'Amérique centrale. Je crois que tu es allé sur plusieurs terrains dans ce secteur, oui. Pas que le Mexique, et donc pour les périodes, la période précolombienne, et en particulier donc de la question de l'agriculture et des paysages que ça crée, parce que quand vous mettez des terrasses un petit peu partout agricoles, eh bien vous façonnez votre environnement et vous créez un paysage. Et donc la période concernée est assez longue et va connaître certaines évolutions. Et donc le travail de l'archéologue, mais aussi c'est une autre spécialité d'Antoine, du géoarchéologue, qui étudie les sols, leur formation et ce qu'on peut y lire, y comprendre en termes de datation, de mise en œuvre, aussi des moments d'abandon. Eh bien tout ça permet de comprendre comment ces paysages agraires évoluent et pour quelles raisons ils évoluent, ils changent, ils sont abandonnés. Et c'est là que la dimension environnementale, qui peut être lié parfois à des questions climatiques, eh bien, entre en jeu. Et c'est pour cela qu'Antoine Dorizon a toute sa place dans ce cycle, pour nous parler donc de cette relation entre climat et paysage. Donc, dans un cas, un terrain qui va nous amener une touche d'exotisme, c'est bien aussi, donc dans l'Occident du Mexique. Donc, merci beaucoup Antoine de t'être joint à nous. Et puis, comme d'habitude, on part sur donc 1 heure à peu près de conférence, une série de questions. Et puis, n'oubliez pas non plus, pour ceux qui auraient raté les précédentes conférences, que vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de la FAGE ou via le blog archéogéo.hypothèse.org, donc sur les précédentes conférences. Donc, merci, on t'écoute et à tout de suite. Merci beaucoup Magali pour cette introduction et merci à tous et toutes d'être présents ici pour m'écouter parler un petit peu de Mexique. Donc je vais parler de climat et surtout de paysages anthropiques dans l'Occident du Mexique. Du début de notre ère à la conquête espagnole, vous voyez que c'est assez large, la conquête espagnole début du XVIe siècle, pour rappel. Un bref survol à l'aune de l'archéologie du paysage. Et donc pour commencer cette conférence, je me suis posé la question, oups, ça ne fonctionne pas, de savoir comment j'allais la commencer. Et je me suis dit qu'une bonne introduction, c'était de commencer par cette question qu'on me pose souvent en tant qu'archéologue et qui est souvent liée au climat, c'est de savoir pourquoi les civilisations s'effondrent. Pourquoi les civilisations s'effondrent? Il y a plusieurs réponses qui sont avancées par les archéologues, par les historiens, des raisons qui vont être internes, je sais, je pars de loin, des raisons qui vont être internes, comme par exemple du factionnalisme, de la bureaucratie. Personnellement, quand je donne cours, j'ai tendance à dire que c'est la bureaucratie qui fait s'effondrer les civilisations, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et des raisons de ces effondrements qui peuvent être aussi externes, comme par exemple des invasions. Ici, vous avez une belle représentation assez cliché de ce qu'on peut avoir comme invasion. Et puis, un élément qui est souvent mis en avant, ce sont les conditions environnementales, dégradation des conditions environnementales, notamment des raisons climatiques. Et donc, en archéologie, souvent, ce qui est mis en avant pour expliquer ces effondrements, ça va être des changements climatiques et notamment des sécheresses qui vont être plus ou moins prolongées et qui vont avoir un impact sur les sociétés et surtout les sociétés humaines qui vont avoir une incapacité à répondre à ces changements climatiques et notamment à ces sécheresses. C'est une question qui est souvent discutée en Mésoamérique, notamment avec un effondrement connu qui est l'effondrement de la société maya classique autour du Xe siècle de notre ère, ou encore l'effondrement de la ville de Teotihuacan au milieu du VIe siècle de notre ère dans le centre du Mexique. Alors pourquoi est-ce que les sécheresses
sont énormément mis en avant pour expliquer ces effondrements, c'est parce qu'on est face à des sociétés qui sont des sociétés intrinsèquement agraires, donc des sociétés qui font de l'agriculture, qui fonctionnent grâce à l'agriculture, et qui n'ont pas notamment ce qu'on a dans le monde européen, de l'élevage. Donc c'est de l'agriculture purement manuelle et de l'agriculture, donc de la culture de la terre. Mais ces sociétés, elles font aussi face à un a priori important, a priori qui, heureusement, est de moins en moins cultivé, si je puis dire, actuellement, qui est de savoir si elles savaient vraiment faire de l'agriculture. C'est une question qu'on a souvent posée. Et le fait qu'elles ne savaient pas forcément faire de l'agriculture a amené certains chercheurs à dire ils ne savaient pas trop cultiver, donc ils ont dégradé leur environnement et donc ils se sont effondrés. En gros, c'est un schéma assez classique. Sauf que, bien entendu, ils savaient cultiver. Je spoil un petit peu la fin de la présentation. Ensuite, il y a un autre aspect qui intervient quand on étudie ces sociétés mésoaméricaines, c'est que pour les documenter, et là je parle en archéologie peut-être un petit peu plus générale, pour documenter les relations humain-climat et humain-évolution paysagère, il y a une méthode qui est privilégiée ou qui a été longtemps privilégiée, mais qui a ses limites, qui est la paléolimnologie notamment, donc l'étude de carottes lacustres. Et on va regarder ce qui se passe dans des carottes lacustres et essayer de relier ça à l'environnement. Et en fonction des changements qu'on voit dans ces carottes lacustres, je vais vous montrer quelques exemples après, on tire des conclusions, ou plutôt des hypothèses qu'on essaye de mettre en relation avec les séquences archéologiques. Le problème de ces approches-là, c'est que ce sont des approches qui se font, c'est ce que j'ai mis ici, par proxy, des proxys qui sont des indicateurs indirects, donc quelque chose qu'on observe dans un lac et qui nous donne des informations sur tout un paysage. Et donc parfois, dans ces approches-là, on en oublie un petit peu de regarder le paysage lui-même, et c'est pour ça que l'archéologie du paysage va nous apporter énormément pour la compréhension de ces problématiques, et notamment ces questions d'effondrement, de rapport entre les sociétés humaines et le climat, et les modifications paysagères qui peuvent être associées. Alors, je vais vous présenter cette conférence en 3 parties. D'abord, faire un petit état des lieux très très rapide du paléoclimat, de ce qu'on sait du paléoclimat en Mésoamérique préhispanique, pour vous donner un exemple très concret qui va nous amener au nœud de cette présentation, qui sera l'agriculture dans l'Occident du Mexique, avec donc une deuxième partie agriculture et dégradation environnementale dans l'Occident. Et enfin, un petit point sur les apports de l'archéologie du paysage, où je vais vous présenter quelques éléments de travaux qu'on fait en ce moment, puisqu'on était sur le terrain il y a encore quelques semaines, et donc une recherche qui est largement en cours. Donc pour commencer, paléoclimat en Mésoamérique préhispanique. Pour en parler, j'avais plusieurs options. Le climat et les sociétés humaines ont été mis en relation pour plein de questions en Mésoamérique, mais peut-être que le cas d'école, disons, ce serait l'effondrement maya classique, donc cet effondrement qui se passe autour de 900 après Jésus-Christ, au Xe siècle de notre ère. La civilisation maya classique disparaît. La civilisation maya classique, c'est typiquement le temple de Tikal, donc vous avez un exemple ici, c'est ces grands sites qui sont aujourd'hui dans la jungle et qu'on peut visiter. Maintenant, ils sont en train de construire un train pour qu'on puisse visiter ça encore mieux, avec des désastres écologiques et sociaux monstrueux, mais en tout cas, ils construisent un train pour qu'on puisse visiter ça mieux. Mais bon, donc cette civilisation s'effondre, disparaît autour du Xe siècle, et c'est un effondrement qui va très vite être associé à une mauvaise gestion des ressources environnementales. Quand je dis très vite, un des premiers à en parler, c'est cet archéologue-là, Sylvanus Morley, donc on est en 1946, c'est lui qui a servi en partie à la création du personnage d'Indiana Jones, on connaît quelques éléments. Donc Sylvanus Morley, en 1946, propose déjà que cette société maya classique s'effondre. On le sait parce qu'on arrête de produire à cette époque-là des stèles, c'est ce que vous avez en bas de cette... ici, c'est les petites choses que vous avez ici,
au pied de cette pyramide, en fait, les stèles arrêtent d'être construites à cette époque-là. Et il va mettre ça en relation avec une surexploitation de l'environnement et notamment une agriculture inadaptée, agriculture maya, qui est considérée comme, disons qu'à époque ancienne, on considère qu'on faisait comme on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on faisait que de l'agriculture sur brûlis. Vous avez un exemple ici. L'agriculture sur brûlis, c'est on va défricher une partie de la forêt, on va cultiver jusqu'à ce que les sols soient épuisés, et quand les sols sont trop épuisés parce que les rendements commencent à descendre, on défriche un autre morceau de forêt et on se déplace ainsi. Donc ça nécessite de vastes espaces pour pouvoir cultiver. Et donc l'hypothèse mise en avant par Morley et d'autres, c'est que les Mayas, à l'époque classique, faisaient aussi cette pratique-là et qu'avec la croissance démographique, petit à petit, il n'y avait plus assez de terre pour nourrir tout le monde et que c'est une des raisons de l'effondrement. Et puis très vite, cette hypothèse-là est mise en relation avec un possible changement climatique. On estime que peut-être que s'ajoute à ça des sécheresses, quelque chose qui fait que le système est trop en tension et finit par exploser. Pour illustrer ça, maintenant, on a pas mal de données, notamment archéologiques. Et si vous regardez d'abord la carte qui est ici, donc tous les points qui sont en vert, ça correspond à toutes les villes mayas qui sont actives jusque vers 1050 après Jésus-Christ et qui disparaissent après. Donc, une bonne partie des cités mayas qui, effectivement, arrêtent d'être occupées à cette époque-là. Il y en a certaines qui continuent, c'est celle que vous avez ici, par exemple, en jaune, puis des nouvelles créations, c'est celle que vous avez en noir. Mais globalement, donc, on a véritablement pas mal de données archéologiques pour dire qu'on a disparition de beaucoup de cités. Parallèlement, on a des travaux qui ont été réalisés en paléolimnologie, donc ces études de carottes sédimentaires faites dans des lacs, qui aujourd'hui nous prouvent qu'on a bel et bien un changement climatique important qui se passe vers cette époque-là, donc vers le Xe siècle, et qui va impacter en effet les sociétés mayas classiques. Ici, je vous ai mis un exemple d'une carotte lacustre, la première qui a permis d'asseoir cette hypothèse, qui a été faite, qui a été réalisée en vérité en 2005, je crois que la première publication est de 2005, et qui est basée sur l'étude d'une carotte dans ce lac en particulier. Donc le lac est situé juste ici, au nord des basses terres du Yucatan. Je vous ai remis un petit Mexique en noir, histoire de se repérer à chaque fois. C'est le lac Chichancanab, qui est un lac qui a la particularité d'avoir une concentration en gypse assez importante. Ce qui fait qu'il est très sensible au changement climatique. C'est-à-dire que si vous avez une période de sécheresse un peu prononcée, il y a du gypse qui va précipiter, qui va se concentrer à la surface de l'eau et qui va ensuite sédimenter au fond du lac. Et donc, quand vous avez des densités de gypse plus importantes, elles sont révélatrices de périodes de sécheresse plus importantes. Et si vous regardez, je passe rapidement pour ne pas gêner la caméra, si vous regardez cet enregistrement ici, vous avez ici la concentration, disons la densité en gypse normale de ce lac, et tous les pics que vous voyez ici correspondent à des moments, on les retrouve ici dans la coupe, correspondent à des moments où on a des concentrations, en tout cas des densités en gypse plus importantes et qui sont interprétées comme des phases de sécheresse plus importantes. Ces éléments ont ensuite été datés par carbone 14, il y a du charbon qui est enregistré aussi dans les lacs, et la date que ça nous donne, c'est entre 780 et 1000 de notre ère, donc exactement à cette période-là, plusieurs phases de sécheresse vraiment importantes qui sont mises en relation avec l'effondrement de cette société maya classique, de cette civilisation maya classique. Le problème avec ce type d'indicateurs, c'est que ce sont des indicateurs qui sont indirects, comme je vous le disais, ce qu'on appelle des proxys. Un des soucis, c'est qu'ils n'indiquent pas forcément tous la même chose. Ici, dans ce cas-là, on a un lac qui est assez particulier, avec des conditions environnementales assez particulières
et une sensibilité particulière au changement climatique. Le gypse va constituer un très bon indicateur de ces variations, mais souvent on se base sur d'autres types d'indicateurs, je vais y revenir juste après, qui ne veulent pas tous forcément dire la même chose. Donc les hypothèses qu'on en déduit ne sont pas forcément toutes corrélables, disons. Et puis ce sont des indicateurs qui sont fixés dans le temps par des méthodes qui sont variées. Parfois, très souvent, le carbone 14, mais aussi d'autres types de datation. Et ça peut compliquer les choses. Pour illustrer ça, je vous ai fait cette petite diapo. Donc, si on admet qu'on a une première carotte qui est faite, donc un premier carottage lacustre avec du gypse, qu'on a une datation qui est obtenue avec ici un niveau qui représente par exemple une sécheresse avec une datation de 1100 BP, BP c'est before present, donc c'est avant 2000 en gros, à plus ou moins 100 ans, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur dans les datations, vous êtes entre 800 et 1000 après Jésus-Christ. Ça, c'est ce que vous dit le gypse sur cette carotte-là. Vous faites une deuxième carotte sur un autre lac, vous vous basez sur un autre indicateur, un autre proxy, ici les ostracodes, qui vous donne une date similaire, mais cette fois avec une marge d'erreur un petit peu différente. Et puis, vous allez sur un autre endroit, vous allez utiliser un autre indicateur, le titane par exemple, la concentration en titane, qui est considéré comme un indicateur de l'érosion. Donc, érosion qui sont liées généralement aux sécheresses. On considère que quand il fait plus sec, plus d'érosion. Donc, un autre indicateur avec une autre datation et une autre marge d'erreur. On corrèle ça ensuite, par exemple, c'est complètement hypothétique tout ça, avec de la dendrochronologie. Donc, on étudie les cernes du bois et on identifie des périodes associées à des sécheresses où les cernes grossissent un petit peu moins. Vous obtenez des dates cette fois qui sont très précises, mais vous obtenez d'autres dates qui vous indiquent des sécheresses. Et on essaye d'associer tout ça à la séquence archéologique. Si on prend maintenant l'ensemble de ces dates et qu'on les met les unes à côté des autres, on se retrouve avec un pas de temps ici d'environ 400 ans. Pour l'associer avec un effondrement de civilisation, je suis très fier de cette animation. Pour l'associer avec un effondrement de civilisation, vous avez donc un pas de temps de 400 ans qui peut poser problème, hein, parce que 400 ans, c'est beaucoup quand même. Et puis un autre problème qu'on va retrouver avec ces proxys, c'est la distance entre les zones d'échantillonnage. Ici, si vous prenez, c'est complètement hypothétique tout ça, mais vous avez 3 lacs qui sont localisés dans les basses terres mayas, et puis la dendrochronologie, et ça c'est véritablement quelque chose qui se fait actuellement, qui vient de la vallée des Amealco, donc là on est au Querétaro, on est très très loin, on est à 1200 km dans le centre du Mexique. Tout ça, c'est très loin. Ce qui veut dire que tous ces proxys, ils sont vraiment éloignés dans l'espace. Il est donc difficile de les corréler vraiment efficacement avec un événement en particulier, un événement archéologique en particulier. Voici une petite synthèse donc des données disponibles en 2015 des enregistrements terrestres, donc lacustres principalement, sur justement ces séquences climatiques. Vous voyez qu'on en a pas mal dans la péninsule du Yucatan. On essaye de les corréler les unes avec les autres, de les regarder les unes avec les autres et d'établir un discours un petit peu général sur les grands changements à l'échelle archéologique. On les corrèle aussi avec d'autres indicateurs. Je vous parlais des proxys lacustres, mais maintenant on étudie aussi les stalagmites, on étudie aussi certains arbres pluricentenaires qui permettent de faire de la dendrologie. Je vous ai replacé pour ça la vallée, donc vaillée des Amealco, c'est pas une faute de frappe. Et il s'avère que pour la zone Maya, ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire que toutes ces carottes lacustres permettent de mettre en avant ce qu'on appelle maintenant la terminal classic drought, donc la sécheresse classique du classique terminal Maya, et tout est à peu près raccord pour dire qu'effectivement, autour de 900 après Jésus-Christ, il y a une période, plusieurs phases de sécheresse importantes qui ont véritablement un impact sur les sociétés.
Si on se tourne maintenant sur le haut plateau central, enfin sur les hautes terres du Mexique central pour être plus précis, c'est cette zone que je vous ai encadrée ici en jaune, qui est une zone extrêmement importante pour la Mésoamérique préhispanique. C'est là qu'on a vu se développer notamment la grande cité de Teotihuacan. Vous avez ici une photo avec la pyramide de la Lune. C'est aussi le cœur de l'Empire aztèque avec Tenochtitlan, la dernière capitale qui est aujourd'hui devenue Mexico City. C'est aussi le cœur d'un autre royaume important qui est le royaume Tarasque, dont on va parler après, dans l'occident du Mexique, avec sa dernière capitale qui est Tzintzuntzan. C'est une zone qui est extrêmement attractive pour les sociétés humaines, qui l'a été et qui l'est toujours, parce qu'on a des sols volcaniques, c'est ce qu'on appelle la ceinture volcanique transmexicaine. Toutes les élévations que vous voyez ici correspondent à du volcanisme, donc des sols volcaniques, des points d'eau, vous voyez qu'il y a pas mal de lacs, donc très attractif pour la population, pour les populations anciennes, mais aussi actuelles, puisque c'est toujours la zone qui concentre plus de 50% de la population mexicaine. C'est aussi la région qui concentre plus de 50% de l'agriculture actuelle au Mexique. Et puis, on a des lacs et donc un potentiel énorme pour la paléolimnologie, donc pour cette étude, pour faire des carottages dans différents lacs. Avec un petit souci vis-à-vis de certains de ces lacs, c'est celui de Mexico par exemple, ou celui de Sacapú ici, qui ont été drainés. Alors celui de Mexico a été drainé il y a assez longtemps, mais très très péniblement. Mais donc vous avez un potentiel pour la paléolimnologie qui est assez important. Et quand on regarde les carottes lacustres qui ont été faites dans toute cette région de la ceinture volcanique transmexicaine, le problème c'est que ça ne fonctionne pas, qu'on ne retrouve pas cette période de sécheresse qui correspond à cette période en gros, au tournant de l'an 1000. Ici, je vous ai mis une petite synthèse de certains indicateurs qu'on a dans l'Occident du Mexique. Ici, on est en 2019. C'est une petite synthèse que j'avais faite lors de ma thèse. Vous voyez qu'on a quand même, et je vous ai mis aussi des grands moments dans l'histoire de la Mésoamérique pour vous replacer un peu la chronologie. Vous voyez qu'on a pas mal d'indicateurs de périodes de sécheresse, que ce soit dans le bassin de Sacapú, de Pátzcuaro, de Silahuen. Enfin, je ne rentre pas dans le détail des noms de bassins. Mais à chaque fois, c'est ce qu'on voit ici, basé sur des indicateurs qui peuvent être différents. Ici, c'est sur des diatomées, donc ça, c'est des organismes, les ostracodes qui sont aussi des organismes. Ici, sur l'érosion. Ici, on utilise de titane, donc l'érosion aussi. Mais tous ces indicateurs donnent des pas de temps qui sont assez variés, qui, cumulés entre eux, font une grosse fourchette d'environ 600 ans. Et donc, c'est assez difficile de mettre ça en rapport avec des changements archéologiques, en tout cas dès qu'on sort de l'échelle du bassin. Et ça, c'est un autre point qui est assez important, c'est que ces proxys lacustres, notamment, ces proxys récupérés dans des carottes, ils concernent généralement des espaces relativement restreints. Et ça, c'est un aspect qui est un peu oublié parfois dans certaines publications, heureusement de moins en moins, mais dans certaines publications, on oublie un peu ça. On oublie de regarder un petit peu, de sortir la tête de l'eau et de regarder ce qui se passe autour. Parce qu'un lac, ça va enregistrer les informations qui viennent d'un bassin versant, c'est-à-dire des limites de la ligne de partage des eaux. C'est ce que vous avez ici. Donc toutes les eaux vont se concentrer ici à partir des reliefs. Et donc le lac, admettons qu'on ait un lac ici, le lac va donner de l'information sur le bassin versant, mais dès qu'on essaye de sortir du bassin, d'extrapoler un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, là, on va pouvoir rencontrer certains problèmes. Si je vous ai mis, ici une photo du lac de Pátzcuaro, c'est que justement, il y a une grande discussion, et maintenant, je vous invite à aller dans l'Occident du Mexique avec moi. Il y a une grande discussion, un grand débat archéologique et environnemental qui s'est déroulé justement autour de ce lac de Pátzcuaro, et c'est là-dessus qu'on va revenir maintenant et parler d'agriculture et de dégradation environnementale dans l'Occident du Mexique. On va parler dans la suite de cette présentation de deux bassins lacustres en particulier.
Le premier, le bassin de Pátzcuaro, ensuite le bassin de Sakapu, un petit peu plus au nord. Ces deux bassins sont assez importants de plusieurs points de vue. D'abord, du point de vue archéologique, le bassin de Pátzcuaro est le centre névralgique du royaume Tarasque, qui était le royaume rival des Aztèques à l'arrivée des Espagnols, donc un espace extrêmement important qui dominait tout l'occident du Mexique, plus de 50 000 km². Et le bassin de Sakapu, lui, concentre les prémices de cet état Tarasque. Donc, ce qui s'est passé à Sakapu, ça se passe un tout petit peu avant ce qui se passe dans le bassin de Pátzcuaro, pour être extrêmement rapide. On reviendra aussi sur certaines spécificités de ce bassin de Sakapu. Ce sont aussi deux bassins qui sont importants pour l'occident du Mexique parce qu'ils ont fait l'objet d'études justement paléolimnologiques, d'études environnementales, en particulier le bassin de Pátzcuaro sur lequel on va revenir juste après. Et puis, de manière un petit peu plus personnelle, ce sont aussi deux bassins dans lesquels j'ai travaillé et donc j'ai un petit peu plus de billes pour vous en parler aujourd'hui. Si on commence donc par le bassin de Pátzcuaro, c'est un bassin et une zone qui est extrêmement intéressante. Au niveau archéologique, c'est le cœur de l'empire ou le royaume Tarasque. Vous avez ici la dernière capitale, c'est une très grande plateforme avec des grandes pyramides dessus, dans cette ville qu'on appelle Tzintzuntzan. Et cette zone a fait l'objet de pas mal d'études, notamment limnologiques, et des études relativement précoces. Dès 1944, on a un premier carottage qui est réalisé dans ce lac, avec une première étude des pollens. Je vous ai mis entre parenthèses juste après, je vais juste boire une gorgée, que c'est une étude before present, dans le sens où c'est une étude qui est réalisée en 1944. En 1944, on est 6 ans avant l'invention du carbone 14. Donc c'est une étude qui ne peut pas encore corréler de manière efficace les éléments archéologiques avec les éléments issus des pollens. Donc en gros, ce qu'elle dit cette étude à l'époque, c'est qu'on a notamment du pin, du chêne, et une séquence d'évolution du paysage, mais qu'on ne peut pas très bien caler dans le temps à cette époque-là. Si on fait maintenant un tout petit saut dans l'Est pour aller voir le bassin de Mexico, en 1952, c'est une date importante puisque c'est Paul Sears, qui est un chercheur qui travaille dans cette zone, dans le bassin de Mexico, et qui corrèle pour la première fois, grâce au carbone 14, les pollens avec la séquence archéologique. Et il va notamment mettre en avant des périodes sèches et des périodes humides. Donc toujours cette question de sécheresse, de relation entre le climat et les sociétés, et essayer de corréler l'histoire qu'on connaît à cette époque-là. On est en 52, donc il y a encore pas mal de chemin à faire, et on en a encore beaucoup à faire. Il corrèle la séquence archéologique avec la séquence pollinique. En 1956, plusieurs chercheurs, donc Hutchinson, que vous avez ici, donc ça c'est le papier qui est associé, vont reprendre le carottage qui avait été fait dans le bassin de Pátzcuaro et, sur la base des travaux de Sears, vont corréler la séquence des pollens avec la séquence archéologique et notamment mettre en avant des périodes sèches et humides en reprenant les travaux de Sears avec cette idée d'un ratio entre pin et chêne. En gros, quand on retrouve plus de pollen de pin, on considère que c'est une période qui est un petit peu plus sèche, et quand il y a plus de chêne, on considère que c'est une période qui est un petit peu plus humide. Et donc on essaie comme ça de construire un discours, mais qui pour l'instant n'est pas encore très très étoffé. Là, on va avoir un véritable changement dans l'histoire de l'étude paysagère du bassin de Pátzcuaro. C'est en 1973, avec un second carottage qui est réalisé, avec une nouvelle analyse pollinique qui est mise en place par Watts et Bradbury, qui est publiée en 1982. Ils reprennent toute cette analyse, et ce qu'ils vont conclure, c'est qu'ils vont écarter l'hypothèse climatique au profit de l'impact humain. Au lieu de mettre en avant des épisodes de sécheresse et des épisodes d'humidité, ils vont considérer que ces marqueurs, qui étaient considérés comme des marqueurs de sécheresse plus importants dans les carottes, correspondent en fait à des périodes où l'impact humain est plus important
sur le bassin. C'est-à-dire on va avoir des périodes de déforestation importantes et donc plus d'apport pollinique à l'intérieur de ces carottes. C'est un grand pas en avant pour le débat qui va se développer juste après, puisque là où on a un véritable tournant, c'est dans les années 80, où un certain nombre d'auteurs, menés par dans ce papier notamment de Street Parrots, ils vont non pas corréler les pollens avec le climat, mais avec l'érosion du bassin. Donc vous avez quelques exemples en photo. Et ils suggèrent que cette érosion, elle est due à l'agriculture, et notamment à l'agriculture préhispanique, parce qu'ils ont deux dates en particulier, 350 après Jésus-Christ et 1680 après Jésus-Christ. Et donc le premier papier qui sort en 89, vous voyez qu'il met en lien l'érosion anthropogénique dans le bassin de Pátzcuaro avec l'occupation préclassique et l'occupation du post-classique final et du début de l'époque coloniale dans cette région du bassin de Pátzcuaro. Donc, grosso modo, ce qu'ils disent, c'est que quand on se met à faire de l'agriculture de manière importante dans le bassin, ça va provoquer énormément d'érosion dans le bassin. Toutefois, le papier qui va vraiment faire grincer des dents les archéologues, c'est celui qui est publié en 93 dans une très grosse revue, c'est la revue Nature, qui lui ne mâche plus ses mots et dit carrément que l'érosion accélérée, elle est due, causée par l'agriculture préhispanique. C'est le papier de de Sarah O'Hara. C'était facile à faire. Dans cette étude, ils reprennent un certain nombre de carottages. Ici, vous avez à nouveau le bassin de Pátzcuaro, vous avez le lac de Pátzcuaro ici, avec le master core ici qui correspond à celui qui avait été fait dans les années 70, et puis un certain nombre de petits carottages supplémentaires qui permettent d'arriver à cette conclusion unanime, c'est l'agriculture préhispanique, les paysans préhispaniques qui ne savent pas cultiver, qui détruisent la végétation autour et qui provoquent cette érosion. Ça fait pas mal grincer des dents les archéologues. Heureusement, 10 ans après, et seulement 10 ans après, une réponse est faite grâce à de nouvelles études, et des nouvelles études qui, justement, sortent le nez de l'eau et vont regarder un petit peu ce qui se passe autour du bassin. Cette étude est publiée dans une autre grosse revue, PNAS, et il réexamine l'impact humain, les changements environnementaux liés aux humains dans le bassin de Pátzcuaro. C'est une étude qui est dirigée par Christopher Fischer. Ils font un certain nombre de carottages, c'est ce que vous avez ici. Cette fois, non plus dans le bassin, vous avez dans le lac, pardon. Ici, vous avez les limites du lac, mais au bord du lac. C'est tous les petits sondages qu'ils ont faits. Ils font aussi des tranchées archéologiques un petit peu plus grandes. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est ce que vous voyez concentré ici. Donc, ils corrèlent ça avec notamment les dépôts de matériel archéologique. Vous avez l'érosion préhispanique qui est en orange, d'autres dépôts qui correspondent à de l'occupation, un autre niveau d'érosion, de l'occupation préhispanique. Et ce que vous avez en rouge correspond à l'érosion hispanique, c'est-à-dire à l'érosion liée, associée chronologiquement à la période coloniale. Donc en gros, ce qu'ils viennent dire, c'est que ce n'est pas l'agriculture préhispanique qui a provoqué l'érosion, mais que c'est justement l'abandon des terrassements préhispaniques qui a provoqué cette érosion dans le bassin de Pátzcuaro. Il le corrèle aussi avec une cartographie assez sommaire, mais une cartographie quand même de la distribution justement des terrasses préhispaniques dans cette zone. Ici, on est un petit peu plus au sud du bassin. Et ils arrivent à cette conclusion unanime, encore une fois. Augmentation de la population à l'époque préhispanique. Vous avez ici la chronologie. Donc jusqu'à 1520, la conquête espagnole. Donc augmentation de la population préhispanique. Chute drastique de la population avec l'arrivée des Espagnols et notamment les virus qui sont arrivés un petit peu avant les Espagnols. En parallèle, l'érosion des sols qui va dégressive en parallèle de l'augmentation de la population, de la même manière que l'accumulation. Enfin bref, on va rester sur la question de l'érosion.
Et puis, avec l'arrivée des Espagnols, l'érosion des sols qui explose. Donc voilà où on en était à cette époque-là, donc en 2003. C'est un discours auquel moi j'adhère globalement un peu plus que l'approche, bien entendu, où c'est l'agriculture préhispanique qui détruit tout. Hein. Mais il y a un petit hic là-dedans, il y a une petite question, c'est le mot que vous avez juste là, c'est ce que vous avez ici, c'est préhispanique. C'est-à-dire que toutes ces terrasses qui sont identifiées, elles sont identifiées comme préhispaniques, mais malheureusement, on n'a pas des fouilles sur toutes ces terrasses et on n'a pas des datations sur toutes ces terrasses. Donc la grosse question qu'on a là-dedans, c'est de savoir de quand datent ces aménagements qui justement sont censés avoir été construits à l'époque préhispanique et que leur abandon aurait provoqué justement ces érosions. Alors on va faire une petite pause sur le bassin de Pátzcuaro pour sauter dans le bassin de Sacapú et regarder ce qui s'y passe. Au nord-ouest, puisqu'on est un tout petit peu au nord-ouest, rien de nouveau en tout cas sur cette question-là. Le bassin de Sacapú, j'en parle parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à ce qui se passait dans le bassin d'à côté. Et donc cette région de Sacapú, donc qui est un tout petit peu au nord-est, elle est principalement célèbre au niveau archéologique pour ses sites urbains sur coulées volcaniques. Vous avez un bel exemple ici. On est sur un front de lave avec des terrasses, cette fois résidentielles, hein, pas des terrasses agricoles, mais des terrasses résidentielles qui se distribuent sur le front de cette coulée de lave, le site de Malpais Prieto que vous avez sur la carte là-bas. Ces sites sur coulée de lave correspondent aux prémices de l'entité tarasque qui s'est développée dans le bassin de Pátzcuaro, donc juste au sud. On a un texte qui nous parle un petit peu de cette histoire et qu'on peut corréler avec l'archéologie. Et puis c'est aussi une région qui est importante, une zone qui est importante pour son foyer culturel du classique ancien au début de notre ère. Au niveau climatique, au niveau de ces séquences environnementales, il y a aussi un carottage, même plusieurs carottages qui ont été réalisés dans le bassin de Sacapú, qui ont amené à une première publication qui est la plus importante sur cette question-là en 1994. Alors pour ceux qui connaissent, c'est une publication qui est coordonnée par Pierre Pétrequin. Pierre Pétrequin, c'est un archéologue et qui est très connu, c'est un peu un pape de l'ethnoarchéologie, de l'archéologie néolithique en France, et qui a beaucoup travaillé notamment sur les lacs qu'on a à Chalain et Clairvaux dans le Jura. Donc il s'y connaît en lac et toute son équipe s'y connaît en lac. Ils ont fait une étude dans le bassin de Sacapú qui a amené à cette publication 8000 ans d'histoire de la cuenca, donc du bassin de Sacapú. Le souci majeur qu'ils ont rencontré à Sacapú, c'est celui-ci. Alors si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au début, vous le savez déjà, mais c'est que le lac de Sacapú, il ressemble à ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le lac a été entièrement drainé au début du XXe siècle, et donc les carottes qu'ils ont faites, c'est des carottes limnologiques, mais sur des sédiments qui aujourd'hui sont complètement exposés et qui sont cultivés. Et ça pose problème parce que globalement, les radicelles des cultures actuelles et les labours actuels ont détruit environ 20-40 cm des carottes sédimentaires qu'ils ont faites. Et dans ces 20-40 cm, je vous le donne en 1000, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à peu près les 2000 dernières années. Donc en gros, assez peu d'informations qui peuvent venir de la paléolimnologie pour le bassin de Sacapú. C'est pas complètement vrai parce qu'il y a quelques petites zones où ils ont réussi à avoir un peu d'informations, mais globalement, c'est assez limité. Donc, pas grand-chose de nouveau sur ces questions-là, sauf quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé à aller travailler sur l'agriculture dans cette région-là, que je me suis intéressé aux questions d'agriculture, de paysage agricole préhispanique, et de manière un peu fortuite, j'ai fait des trous. Je me suis intéressé à l'agriculture, du coup, je me suis intéressé au sol, voir comment fonctionnaient un petit peu les sols. Et en faisant des trous, c'est pas du tout ce que je cherchais, mais j'ai vu des choses, j'ai observé des choses qui correspondaient justement à ces questions-là, ces questions qu'on avait dans le bassin de Pátzcuaro, ces questions notamment d'érosion liées à l'activité humaine. C'est ce qu'on voit très mal sur cette image-ci, où vous avez un sondage qui a été fait. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une zone un petit peu plus sombre. Alors, je crois que je l'avais souligné, mais voilà.
Cette zone un petit peu plus sombre, ça correspond à un horizon cultivé ancien, un horizon supérieur de sol. Les horizons, pardon, c'est les niveaux de sol, hein, je le précise. C'est comme ça qu'on définit les différents niveaux dans un sol. Donc on a un horizon supérieur en gros. Donc ici, c'était là où marchaient les gens à une certaine époque. Et par-dessus, toute cette grosse couche que vous avez ici, c'est une couche qui est plus récente et qui correspond à un colluvionnement. Ce colluvionnement est venu enterrer ce niveau ancien, ce niveau, disons, pour simplifier, ce niveau cultivé ancien. Pour qu'on ait ce type d'événement, donc un niveau de sol ancien qui soit sépulté, en fait, je ne sais pas si ça se dit sépulté, qui soit enfoui, merci, et que la pédogénèse soit stoppée, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'interaction avec ce qui se passe au-dessus, il faut un événement morphogène, donc un apport de terre vraiment important qui va véritablement couper ce niveau-là de ce qui se passe au-dessus. Et ça, c'est un niveau donc d'alluvion, de colluvion qui viennent des versants à côté. Donc en gros, là, un gros événement morphogène, un gros événement érosif, pour utiliser des mots un petit peu plus simples. Et si on regarde un petit peu plus profond dans cette coupe, vous avez ici une céramique. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là est visible dans la coupe, donc c'est intéressant. Une céramique qui a la particularité d'être en place, c'est-à-dire qu'elle correspond à un niveau d'occupation préhispanique. En gros, on a de la céramique jusqu'ici, de la céramique préhispanique. Celle qu'on retrouve au-dessus, c'est de la céramique qui a été bousculée, justement parce qu'elle est apportée par ce phénomène érosif. Et donc ça veut dire qu'on a un phénomène érosif important qui est postérieur à l'occupation préhispanique. Donc ça, c'est un premier constat qui se fait directement dans une coupe. L'autre apport que j'ai eu quand j'ai travaillé dans cette région de Sakapou, c'est d'avoir accès à des données LIDAR, donc des données qui m'ont permis d'observer le paysage, donc au-delà d'avoir des observations limitées dans des sondages, d'avoir la possibilité de corréler ces sondages avec tout ce qui se passait autour, avec l'environnement, avec les formes du terrain et avec les aménagements agraires. Vous voyez qu'avec ces données LIDAR, on a une possibilité de lecture des aménagements agraires, ici des terrassements qui sont faits, donc des terrasses agricoles, qui est absolument phénoménale. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser un peu la question de savoir si on ne pouvait pas tirer de l'information aussi de ces phénomènes érosifs, si on ne pouvait pas documenter ces phénomènes érosifs en dehors des lacs et d'avoir une approche un petit peu complémentaire. Et donc à partir de là, on va parler d'apport de l'archéologie du paysage. J'aurais pu faire ce changement un petit peu avant, hein, dès le lac de Pátzcuaro, où ils ont commencé à regarder un petit peu en dehors de l'eau. Mais donc pour continuer sur le bassin de Sakapou, et donc là où je faisais ma thèse, j'ai pu observer les versants, observer les aménagements agraires. Grâce à cette technologie LIDAR, j'ai pu cartographier de manière assez précise les distributions. Ici, vous avez des terrasses un petit peu partout, c'est les numéros que vous avez ici, donc tout ça distribué sur un versant. J'ai pu en fouiller un certain nombre, voir un peu à quoi ça ressemblait sur le terrain. Et j'ai pu corréler ces aménagements du paysage, préhispaniques cette fois, puisqu'ils étaient datés par la fouille, avec les phénomènes érosifs que j'avais observés dans des sondages auparavant. Et donc là, vous avez la position du sondage, celui qu'on a ici, avec cet événement ici, cet horizon qui a été enfoui par l'événement morphogène, et puis toute une bande qui se repère à la fois sur les données LIDAR, à la fois au travers de la modélisation et à travers les images satellites a posteriori quand on les observe, avec notamment une concentration des sols qui sont un petit peu plus humides dans cette partie-là. Et donc, toute cette bande-là que vous avez ici correspond à ce phénomène érosif important qui nous vient de ces grandes ravines qui sont formées ici. Et mon hypothèse est que c'est justement l'abandon des terrasses préhispaniques que vous avez sur le versant. Pardon, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les terrasses que vous avez ici, elles sont distribuées ici. Donc c'est l'abandon de toutes les terrasses qui étaient ici
qui a provoqué cet événement érosif important, assez important pour stopper la pédogénèse à un endroit particulier. Donc c'est l'hypothèse que j'ai proposée. Et puis l'autre apport de cette approche d'archéologie du paysage, donc en étudiant les données LIDAR, c'est que j'ai pu identifier différents types d'aménagements agraires, notamment différents types de terrasses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis notamment aperçu que parmi tous ces types de terrasses, il en existait aussi des qui ressemblaient à ça, c'est-à-dire des terrasses préhispaniques qui étaient construites à l'intérieur de ravines pour limiter l'érosion dans des ravines déjà existantes. Ce qui met en avant un point intéressant, c'est que les phénomènes d'érosion, ils peuvent être postérieurs visiblement à l'occupation préhispanique, mais aussi antérieurs, voire contemporains. Et donc on n'est plus sur un système où c'est ils ont mis en culture et donc ça a provoqué de l'érosion, ou ils ont arrêté de cultiver et ça a provoqué de l'érosion, mais plutôt une dynamique de paysage un petit peu plus complexe, où peut-être que l'érosion s'est mise en place, on l'a gérée, ou alors elle était déjà existante et on l'a gérée. Bref, ce genre de choses. Cette première expérience dans le bassin de Sakapu me permet aujourd'hui de revenir dans le bassin de Pátzcuaro, ou plutôt d'y mettre pour la première fois le pied, et de reprendre un petit peu ces questionnements, parmi d'autres, et notamment grâce à l'acquisition d'un LIDAR aussi pour cette zone de Tsinsunsan, donc de nouveau dans le bassin de Pátzcuaro. Vous avez ici l'image générale du LIDAR qui a été fait de cette zone-là. Et ici, vous avez les grandes pyramides, la grande plateforme principale du site, vue en 3 dimensions sur la base de ces données LIDAR. Donc la possibilité de réobserver tout ce paysage avec un œil un petit peu différent. Quand on l'observe en plan, vous retrouvez ici les pyramides avec la très grande esplanade, et on voit autour qu'on a d'abord des phénomènes érosifs qui sont très marqués. Donc des ravinements comme ceux que je vous ai montrés juste avant à Sakapu. On a des ravines qui sont très très marquées un petit peu partout, et beaucoup de terrasses qui peuvent être documentées, qui peuvent être observées directement sur ces images-là. Donc un peu comme celles qui avaient été observées par l'équipe nord-américaine dans le sud du bassin. Et donc la question qu'on s'est posée avec ce nouveau projet qu'on a mis en place et qui vient de commencer, on a lancé un projet avec l'Université de Newcastle donc, en 2024, c'est d'essayer de comprendre quel était l'âge ou les âges des aménagements qui étaient visibles autour de ce grand centre cérémoniel, ces aménagements qui, à première vue, paraissent liés à l'agriculture. Et l'autre question qui en découle, c'est de savoir s'ils sont la cause ou une réponse à des phénomènes érosifs, les phénomènes érosifs qu'on voit au travers de ces phénomènes de ravinement. Et pour ça, on a mis en place une méthodologie qui avait déjà été éprouvée par mes collègues dans le bassin méditerranéen. Et pour ça, je fais un tout petit encart méthodologique. On a décidé d'essayer de dater tout ça par luminescence stimulée optiquement, pour être exact, ce qu'on appelle en anglais l'OSL, Optically Stimulated Luminescence. La luminescence, c'est le fait que certains sédiments, au lieu d'aller dater en fait du charbon par exemple, on va essayer d'aller dater directement des sédiments. La luminescence, elle est basée sur le fait que certains minéraux, le quartz et les feldspaths pour être exact, certains minéraux ont la capacité d'emmagasiner, on compare souvent ça à une batterie, d'emmagasiner les rayonnements radioactifs naturels. Donc un quartz enfoui va emmagasiner de l'énergie radioactive naturelle. Quand le quartz est exposé à la lumière, donc il est sorti de son contexte, il est exposé à la lumière du soleil ou à une lumière du soleil simulée en laboratoire, il va libérer l'énergie qu'il a accumulée sous la forme de photons. Et la batterie va en gros se décharger, c'est ce qu'on appelle la remise à zéro de ce quartz. Ce qu'on sait, c'est que le temps de charge, on connaît le temps de charge de cette batterie, donc on connaît le temps que va mettre le quartz pour accumuler cette énergie, et donc ça nous permet d'estimer le temps passé par le minéral sous terre. En gros, plus la libération d'énergie est importante, plus le temps passé sous terre est long. À partir de cette idée-là, on va faire des trous et on va récupérer des sédiments dans le noir. La méthodologie, elle est relativement simple.
D'abord, il faut choisir un aménagement, donc une terrasse par exemple. Vous voyez mon collègue Sam Turner, et si possible, il faut travailler avec l'aide d'un collègue mexicain, ici le directeur du projet Atsinsunsan, qui connaît très très bien la région. Donc on choisit un aménagement, on creuse. Ici, c'est pas au même endroit, mais comme ça, vous voyez l'idée. On voit apparaître ici en bleu le deuxième collègue qui travaille avec moi, qui s'appelle Tim Kinnaird, qui est de l'université de St. Andrews, qui lui est spécialisé dans cette datation par OSL. On glisse le spécialiste, donc Tim Kinnaird, sous une bâche pour qu'il aille faire ses prélèvements. On le laisse sortir pour qu'il aille lire les informations de luminescence directement sur le terrain, qui est une innovation qu'ils ont mise en place. On le laisse retourner dans le trou pour qu'il aille faire un échantillonnage pour obtenir la datation, qu'on aura beaucoup plus tard en laboratoire. On fait un prélèvement morphologie, micromorphologique, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, je ne vais pas m'étendre dessus. On rebouche et on répète et on continue. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sous la bâche? Tim, ou la personne qui s'en occupe, va faire des petits trous. C'est ce que vous avez ici. Ici, je vous ai mis l'exemple d'une terrasse. Donc vous avez ici une terrasse dont on voit le parement. Ici, on voit un bout de bois qu'on retrouve sur cette photo-là. Et les pierres que vous avez ici, c'est les pierres que vous avez là. Donc en gros, on est sur une terrasse qui a été coupée par un phénomène de ravinement et où on a pu observer en fait faire des trous sous le mur de terrasse. Donc on fait des petits trous, on va faire des tout petits prélèvements dans un milieu obscur. Ensuite, avec la machine portable, on a la possibilité de lire les valeurs de luminescence et on va chercher les endroits où on a des sauts dans les valeurs, des changements importants dans les valeurs. C'est ce qu'on a observé ici dans ce cas-là entre le prélèvement 10 et le prélèvement 11. Donc en gros, on s'est aperçu que les sédiments qui étaient ici, pardon, je vais me mettre là. Les sédiments qui étaient ici sont plus récents, beaucoup plus récents que les sédiments qui sont ici. Donc, on va faire un trou un peu plus gros pour faire un prélèvement qui, lui, sera daté en laboratoire. Alors ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une colonne de valeurs de luminescence et non pas un seul élément qui est daté. Et ça permet de pallier les problèmes taphonomiques qui compliquent les datations sur les échantillons ponctuels. Donc, par exemple, les charbons. Quand on a un charbon en archéologie, on va dater un charbon qui est situé ici. Mais on ne contrôle pas très bien tout ce qui se passe au-dessus et en dessous. Là, on a la possibilité de contrôler ce qui se passe au-dessus et en dessous, et donc d'avoir une date qui est très bien calée dans notre stratigraphie. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans cette région, c'est tous les points bleus que vous avez ici, sur différentes terrasses, donc différents aménagements qu'on avait repérés sur les images LIDAR pour essayer de voir si, en fonction de morphologies différentes qu'on observait sur l'image LIDAR, on avait des datations qui étaient différentes. Et globalement, ça marche. On s'est aperçu que cette terrasse-là, qui était une terrasse globalement préhispanique sur la base de la céramique qu'on a trouvée à l'intérieur, donc du XVe siècle à peu près, elle avait une morphologie très différente de la terrasse qui était ici, qui nous semble plutôt coloniale moderne. Pourquoi? Justement parce que les valeurs de luminescence, elles sont un petit peu moins fortes à cet endroit-là. Donc on sait que la terrasse qui est ici, elle est un petit peu plus ancienne que celle qui est ici. On n'a pas encore les dates exactes, on espère les obtenir en laboratoire si la suite de la méthodologie fonctionne, mais en tout cas, on a des aménagements qui sont ici de dates différentes, même s'ils sont sur un versant et que l'ensemble semble cohérent à première vue. Et puis, on a aussi observé d'autres aménagements, comme celui que vous avez ici, qui sont des murs de rétention, qui eux sont beaucoup plus récents. Et on a même rencontré des gens du coin, un petit peu âgés, qui nous ont dit que ces aménagements-là avaient été faits il y a une quarantaine d'années. Tout ça lié au phénomène d'érosion qu'on observe un petit peu partout dans la zone. Si on fait la synthèse, on s'aperçoit qu'on a donc des aménagements qui sont probablement plutôt modernes,
concentré entre le XVIIIe siècle et l'actuel, globalement. On a des aménagements qui sont peut-être un petit peu plus anciens, peut-être de l'époque coloniale, donc 1520, donc la conquête espagnole, et le XVIIIe siècle, XIXe siècle peut-être. C'est le petit aménagement que vous voyez ici dans une ravine, qui morphologiquement nous semble un petit peu plus ancien. Et puis des aménagements aussi liés à ce contrôle de l'érosion ou de la gestion de l'eau, qui sont probablement préhispaniques, avec cette image qui est, ma foi, difficile à interpréter, mais c'est un petit mur qui a été construit en travers d'une ravine, mais qui ne comble pas, en fait, il vient pas fermer l'ensemble de la ravine. Il permet en fait de dévier un peu le flux de l'eau, donc probablement pour gérer l'eau et ralentir l'eau lors de la descente de la ravine, donc une ravine déjà existante. Et ça, c'est probablement un mur qui est plutôt préhispanique. Donc des perspectives très intéressantes. L'observation d'un paysage qui n'est pas, c'est pas une dichotomie entre agriculture, érosion ou arrêt de l'agriculture, érosion, mais c'est un paysage qui est dynamique, avec des aménagements qui sont construits vraisemblablement à différentes époques et pour différentes raisons, pour le contrôle de l'érosion, pour l'agriculture, pour la gestion de l'eau, pour l'habitat. Donc plein d'aspects qu'on arrive maintenant, qu'on a la possibilité de distinguer un petit peu mieux en faisant justement de l'archéologie du paysage. Alors pour le conclure, la première question que vous pourriez me poser, c'est et le climat dans tout ça, parce que finalement j'ai écarté un petit peu la question à un moment. Effectivement, le climat dans tout ça n'a pas grande importance finalement dans l'ouest du Mexique, parce que la pertinence de cette question des séquences climatiques, en tout cas pour les 2000 dernières années, est assez limitée pour les hautes terres du Mexique central. C'est probablement dû à des conditions un peu locales qui vont varier, avec des environnements qui sont plus sensibles aux sécheresses que d'autres. Par exemple, si vous êtes en limite d'une zone aride, et qu'on a un tout petit changement, une toute petite sécheresse, ça va avoir un impact beaucoup plus important que si vous êtes dans une zone un petit peu plus au sud, où une sécheresse va peut-être pouvoir être limitée plus facilement à l'échelle de quelques années. La priori de taille qui était véhiculée et qui continue d'être véhiculée relativement tardivement, puisqu'on a vu la publication de 1993, ça va-t-il vraiment cultiver, notamment dans l'océan du Mexique? La réponse est bien entendu oui, je l'avais déjà dit, mais je le répète, et probablement mieux qu'on ne le pense, puisqu'il y avait vraisemblablement des gestions des flux, à la fois de sédiments et d'eau, une maîtrise en fait de la dynamique des paysages. L'archéologie du paysage nous permet de voir tout ça, elle est complémentaire avec les approches paléolimnologiques, elle permet de considérer la spatialité des phénomènes et, en d'autres termes, de sortir le nez de l'eau pour embrasser l'ensemble du paysage et étudier des indicateurs directs, donc non plus des choses qui sont dans un lac et on extrapole, mais directement des aménagements agraires. Enfin, j'avais commencé en parlant d'effondrement, et les effondrements dans tout ça. Alors ce que mettent en évidence ces travaux, c'est des connaissannes locales et surtout des capacités d'adaptation à des paysages qui sont dynamiques, et ce, peu importe les causes. On ne va pas chercher qui a fait quoi, qui est le méchant, mais plutôt l'adaptation des êtres humains, et on démontre l'adaptation des êtres humains. Ce qui m'amène à rouvrir un petit peu les perspectives dans cette dernière phrase, c'est de se poser la question, non pas quel est l'effondrement, pourquoi on s'effondre, mais de savoir qu'est-ce qui s'effondre. Parce que globalement, ce qui s'effondre, ça va être les systèmes politiques, ça va être les personnes qui sont le système qui permet de construire des grands monuments, mais c'est pas forcément la population elle-même. Et pour illustrer ça, je vous ai mis ici un autre marqueur du paysage dans l'Occident du Mexique, avec cette église qui a été ensevelie par les laves du volcan Palicutine. Vous avez le coupable derrière, ça c'est le volcan Palicutine, et la lave qui s'est écoulée et qui a enseveli cette église. Ça, si on retrouve ça archéologiquement, tout de suite on va l'associer à un effondrement, une destruction. C'est ce qui a été fait dans le bassin de Mexico avec des cas assez similaires. Mais on sait, vu que c'est une éruption qui est historique, on est en 1940 quand l'éruption a lieu, 1941 pour être exact, les populations qui vivaient là, ça a un impact important pour eux, mais ces populations, elles sont parties un petit peu plus loin, elles ont dû se réinventer, faire d'autres choses, faire de l'agriculture
à d'autres endroits, ce genre de choses. Et face à ce que nous, en tant qu'archéologues, on pourrait percevoir comme un effondrement, les populations qui vivent à côté, elles le voient un peu comme une continuité, dans le sens où cette église, ils ont dégagé un peu les pierres pour faire ressortir l'autel, et l'autel de l'église continue d'être occupé, et donc lui entre complètement dans une continuité. Donc ce qu'on pourrait percevoir comme un effondrement, ici, ne l'est pas du tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Antoine, parce que tu nous montres bien comment aussi la question de la causalité en archéologie, en histoire et sur les questions environnementales plus encore est quelque chose de très complexe, où il n'y a pas de lien direct à tisser. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une ou deux, mais bon, quand même, honneur à la salle, comme d'habitude. Des points de précision? Oui? En fait, il y a 10 jours, on est venu à une conférence à l'Académie du climat sur. Donc c'était une projection débat, et ça s'appelait donc les sols couverts d'espoir. Et c'était sur l'agriculture régénératrice. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que là, les agriculteurs actuels, ils s'adaptent aux problématiques du climat, en retravaillant les sols d'une autre manière, notamment en utilisant ce qu'on appelle les keylines, les côtes de pivot. Et c'est vraiment marrant, c'est une espèce de répète, et on s'adapte. Oui, c'est ce que on montre en archéologie, c'est que finalement, c'est pas des choses qu'on voit comme très fatalistes en fait. La société s'effondre, donc ça veut dire que tout s'effondre avec, les gens meurent, on arrête de cultiver, machin, toutes ces visions-là qui sont très fatalistes. Finalement, en fait, il y a beaucoup d'indices aussi d'adaptation et pour utiliser un terme très actuel, de résilience en fait, tout simplement. Peut-être d'ailleurs un point de précision là-dessus, sur cette phase donc caractérisée par des sécheresses. On est dans ce qu'on appelle plutôt sur l'Europe la période du petit optimum médiéval. Ça concerne aussi cette zone-là du Mexique, puisque c'est à peu près la même chronologie. Alors, en tout cas, pour la partie que tu nous as montrée. Oui, ça correspond à peu près, en fait. C'est assez intéressant, c'est quelque chose dont on a discuté parfois avec des collègues, mais on l'a évoqué plus qu'on a vraiment mis le nez dedans. Mais il est intéressant de constater qu'au tournant de l'an 1000, on a à l'échelle globale des changements très importants. Enfin, à l'échelle globale, en tout cas en Europe. On a aussi des changements importants au Mexique, ici dans le monde maya, qui, comme je l'ai montré, là, sont plus difficiles à démontrer dans le centre du Mexique. Il y a des changements aussi, il y a des mouvements de population. J'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler, mais on a la question climatique, elle a beaucoup été mise en relation avec des mouvements de population qui se mettent en place justement vers cette époque-là, de personnes de colons d'agriculteurs qui étaient montés vers le nord du Mexique et qui redescendent à cette époque-là, semble-t-il. Sauf que maintenant, le rapport de causalité entre sécheresse et redescente, migration vers le sud, est pas mal contesté. C'est pas vraiment prouvé ni par l'archéologie ni par les études paléo-environnementales. Mais en tout cas, il se passe des choses aussi au Mexique, et je sais par des collègues qu'il se passe aussi des choses en Amérique du Sud vers cette époque-là. Donc oui, c'est tout à fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe médiévale, donc sur ce qu'on appelle le petit optimum médiéval, qui est une phase de réchauffement, c'est plutôt perçu comme un point positif, qui a été une des explications avancées pour ce qu'on a appelé le take-off de l'Occident, le décollage économique. Donc dans les thèses traditionnelles des historiens médiévistes, ça serait plutôt à mettre au crédit du développement des sociétés médiévales en Europe, alors que là, c'est posé d'emblée sous l'angle un peu plus catastrophique. Donc, comme tu disais, ça dépend aussi un petit peu où on se situe. C'est sûr que si on est vers des terres plus arides, 1 degré de plus, ça change beaucoup de choses. Si on est sur des terres plus tranquilles, voilà, aujourd'hui, ils vont faire du vin en Angleterre, ils vont pas s'en plaindre de ce point de vue-là. Si on est au sud de l'Espagne, on a un peu un autre regard sur le problème. Donc, c'est vrai que cet aspect très local aussi des conséquences d'évolution plus globale, il est indispensable pour pas raconter, je dirais, d'âneries en allant un peu trop vite, quoi.
Je ne sais pas si vous avez noté aussi, je souligne un point parce que du point de vue, alors Antoine a beaucoup abordé ces aspects méthodologiques, mais ils sont effectivement essentiels pour travailler sur l'environnement et la question des paysages. C'est la méthode de datation par OSL, avec son raffinement récent développé par Tim Kinnaird et Sam Turner, qui s'appelle Profiling and Dating. Et c'est vraiment incroyable parce que auparavant, on a parlé de charbon, on a parlé d'éléments céramiques. Ce sont des éléments datants piégés dans les sédiments. Et puis, dès qu'on est en contexte dit hors site, c'est-à-dire pas dans un site archéologique type habitat ou voilà, avec des concentrations donc de vestiges anthropiques, c'est très compliqué de dater parce qu'on va pas trouver ni beaucoup de charbon ni beaucoup de céramique. Donc ça ouvre des perspectives incroyables d'arriver enfin à dater eh bien des structures agricoles qui pendant des lustres sont restées non datées. Et donc Sam Turner avec son équipe, il sillonne la planète maintenant grâce à maintenant l'Amérique, mais beaucoup en Europe. Et donc il faut savoir qu'en Europe, grâce à leur programme de recherche sur les terrasses de culture, aussi bien alors évidemment sur tout le pourtour méditerranéen en premier lieu, mais pas seulement, on a obtenu des datations absolument incroyables. Par exemple aussi en Grèce, je ne sais plus où c'est la Crète ou ailleurs, enfin des datations du 7e siècle, du 8e siècle après Jésus-Christ, de structures agricoles encore fossilisées dans le paysage, sûr que ça résiste un peu à l'érosion quand même malgré tout ce genre de structure. Donc ça ouvre des perspectives incroyables. Et donc là on a parlé de terrasses de culture, mais ça fonctionne aussi sur d'autres types de modelés agraires. Donc ça, voilà, je voulais insister parce que c'est une sorte d'innovation méthodologique qui ouvre des portes incroyables sur la connaissance des pratiques agricoles anciennes et ce que l'on peut, nous, en retirer aussi pour être plus résilient. Parce que derrière, c'est ça l'enjeu, effectivement, et parce que c'est un enjeu qui, finalement, s'est toujours posé, mais selon des termes différents, évidemment, parce que l'histoire ne se respecte pas de manière totalement identique, mais l'enjeu, c'est comment gérer l'érosion des sols, qui est de toute façon un processus naturel, et puis qui parfois prend des dimensions plus importantes du fait de péjorations climatiques qui peuvent avoir des incidences. Donc ça, c'est fondamental, et on est tous heureux de ça. Et donc Antoine y participe. Du coup, on va dire ce que vous venez de dire, que là Antoine, tu dis, savait-il vraiment cultiver? Oui. Alors, pourquoi est-ce que les archéologues affirment ça? Est-ce que effectivement, vous travaillez avec d'autres compétences pour savoir si effectivement cette hypothèse se vérifie, ça va être motivé. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut projeter sur la façon dont on cultive aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements? Est-ce qu'on s'adapte vraiment aux outils? Parce que finalement, c'est peut-être une identité qui s'arrête. On continue quand même à accélérer plutôt le phénomène de la fusion, le phénomène de... Alors, mais c'est oui, la façon de travailler avec d'autres compétences, affirmer qu'effectivement... Je pense qu'il y a trois aspects à cette question. Je vais commencer à répondre, mais je pense que je vais perdre les trois aspects au fur et à mesure. Le premier étant justement de savoir si, avec d'autres compétences, on peut contribuer à cette affirmation qu'ont les archéologues. Oui, bien entendu, dans le sens où si je suis aussi affirmatif sur le fait que ces populations savaient cultiver, c'est justement parce que je me suis penché aussi sur la pédologie et que j'ai déjà pas mal lu et puis que j'ai travaillé aussi sur la pédologie et que notamment dans le bassin de Sakapou où j'ai beaucoup travaillé, je me suis aperçu qu'il y avait des aménagements agraires, en fait, des types de terrasses qui étaient spécifiquement dédiés à certains types de sols. Et donc, ce qui s'inscrit dans une continuité même qu'on peut identifier aujourd'hui ethnographiquement, c'est-à-dire qu'il y a certaines communautés indigènes qui continuent de perpétuer des façons de faire ancestrales, disons, et donc qui vont s'adapter à certains sols. Et il y a des sols que nous, dans une tradition européenne de l'agriculture, on considère comme complètement inintéressants, qui vont être utilisés par ces populations autochtones aujourd'hui, et qui visiblement l'étaient aussi par le passé.
Donc il y a véritablement des connaissances qui peuvent être démontrées par l'archéologie, mais aussi et surtout en faisant de la géomorphologie, en faisant de la pédologie. Et je pense que si on fait de la paléoécologie, de la paléobotanique par exemple, on a aussi des indices qui sont importants. Donc oui, on le montre par plein de disciplines différentes que c'est des populations qui savaient cultiver. Ensuite, savoir si ça pourrait, on pourrait récupérer des choses comme ça pour les utiliser aujourd'hui, c'est une bonne question. Il faut pas être, disons, se dire que l'archéologie va sauver le monde et va nous permettre de trouver les solutions pour s'adapter. Ça donne des infos, ça donne des infos supplémentaires. Et ce que ça montre, c'est qu'on a des capacités d'adaptation, en fait, et qu'on s'adapte à des environnements spécifiques. Et donc, trouver dans ces sociétés ou dans ces observations d'aménagement une clé, une solution pour ouvrir toutes les portes et faire de l'agriculture à l'échelle mondiale, ce serait complètement idiot. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est, à mon avis, que chaque environnement a ses propres spécificités et qu'il faut s'adapter à ses propres spécificités. Et ça passe par une connaissance empirique, une pratique longue de l'agriculture, qu'on documente par l'archéologie, mais aussi par l'ethnographie, où aujourd'hui, en allant travailler avec des gens qui font de la permaculture, qui connaissent leur jardin et donc qui savent bien le cultiver. Et donc, actuellement, disons qu'à l'échelle globale, je pense qu'on est quand même dans une phase de destruction qui reste importante, parce que justement, il y a beaucoup de zones qui continuent de faire de l'agriculture qui n'est pas adaptée à ces environnements. L'idée, c'est la rentabilité au max. Sauf que cette rentabilité, elle est au détriment de l'adaptation à des micro-environnements pour lesquels il faudrait avoir une agriculture beaucoup plus raisonnée, disons, et raisonnable. C'est joli ce que j'ai dit. Raisonné et raisonnable. Ça a peut-être déjà été dit. C'est un peu répondu à la meilleure question. Et je pense que ça sort du sujet de l'archéologie. Tu l'as quand même évoqué. C'est du coup ces pratiques-là, elles ont survécu en partie. Les pratiques importées, les pratiques coloniales de l'agriculture, finalement, importées l'Europe, d'autres méthodes peut-être. Exactement, oui. C'est ce que je trouve. Et là, est-ce qu'on commence aussi à documenter ça? C'est-à-dire finalement, ce qui est venu avec les Espagnols, finalement, c'est pas forcément les méthodes d'agriculture les plus adaptées. Ouais. Oui, c'est des choses qui commencent à être documentées. On le voit il y a 20 ans, c'est pas du tout la vision qu'on avait dans les publications sur le bassin de Pátzcuaro. On avait tendance à penser que l'agriculture européenne, finalement, c'était un peu un mieux, c'était une avancée pour cultiver les sols mexicains. Et on se rend compte que à l'époque préhispanique, ils avaient des connaissances beaucoup plus importantes qu'on ne l'imaginait jusque-là, et donc que les apports des colons sont pas forcément bons partout, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec le cas de Tzintzuntzan, donc dans le bassin de Pátzcuaro, c'est que c'est une ville qui n'a pas, c'est une zone où la colonisation n'a pas été aussi forte que brutale plutôt que forte que dans d'autres régions. C'est-à-dire que généralement, on avait tendance à détruire le village indien ou la cité, et on construisait l'église par-dessus, ou alors on déplaçait carrément les Indiens, on les prenait de points éminents où ils étaient en protection, et on les déplaçait dans les vallées. À Tzintzuntzan, il y avait toute une phase de cohabitation entre les colons et les indigènes, parce que la colonisation s'est faite plus par négociation. Et donc, si cette cohabitation elle a eu lieu sur des aspects politiques et des aspects religieux qui se voient maintenant, c'est pour ça que les pyramides du site ne sont pas détruites comme à Mexico City. Mexico City, on a construit la cathédrale par-dessus le Templo Mayor, donc le temple principal des Aztèques. C'est pas ce qui s'est passé à Tzintzuntzan. On a construit l'église un petit peu plus loin parce qu'il y a eu cette cohabitation. Donc, si elle a eu lieu au niveau rituel, cérémoniel, au niveau politique, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas eu lieu en partie au niveau agricole. Et donc, on va pouvoir, dans un contexte comme celui-ci, peut-être documenter les apports des colons et la continuité. Enfin, c'est des questions qui sont assez intéressantes. J'espère qu'on pourra les étudier.
C'est juste une question que tu disais avant, on ne cherche pas le méchant, voilà. Mais si on peut rentrer dans les détails avec l'OLS, tu arrives à comprendre si avant ou après la période coloniale, l'arrivée des Européennes, il y a un taux d'érosion du sol majeur, moins, et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des lieux où tu as eu une colonisation pacifique plutôt que de 1983. C'est un objectif de faire des comparaisons pour voir si les techniques sont transmises ou il y a vraiment une rupture. Une rupture totale. Bah ça fait partie des questions auxquelles on va essayer de répondre. Là, comme je te disais, enfin comme je le disais tout à l'heure, certaines des images que je vous ai montrées de datation OSL, là, elles datent d'il y a 3 semaines. Donc pour l'instant, c'est encore tout frais. On n'a pas encore vérifié en laboratoire si ça fonctionnait. Ce qu'on sait, c'est que le signal qu'on observe sur le terrain nous permet de dire que cette terrasse-là, elle est un peu plus récente que celle-là, celle-là un peu plus ancienne. En tout cas, c'est ce que ça laisse supposer. Après, il faut qu'en laboratoire, on arrive à obtenir des dates qui soient fiables, qui fonctionnent bien. Hein. Tu sais ce que c'est en tant qu'archéologue. Des fois, les datations, ça peut être compliqué, notamment quand c'est basé sur des phénomènes de décroissance radioactive, de choses comme ça, ou là, pour le coup, de libération d'énergie. Donc, on va voir si ça fonctionne, mais ça fait partie des questions qu'on va essayer d'aborder. Hein. C'est pas le gros du projet, hein, de savoir si l'érosion, elle est due à tel ou tel facteur, mais en tout cas, c'est une question qu'on va pouvoir aborder. Et un des objectifs du projet, c'est de tester cette méthodologie dans le contexte mexicain, parce que les milieux volcaniques sont pas très adaptés, en théorie, à l'OSL, pour des raisons que je vais pas détailler, mais en gros, il y a pas ce qu'il faut, en théorie. Là, on montre que on peut quand même l'utiliser et on va voir si ça a des bons résultats. L'idée, c'est d'utiliser cette méthode et de la développer ailleurs pour ensuite faire des comparaisons et ajouter une nouvelle petite bille à ces questionnements, à ces débats. Voilà. J'ai une petite question sur la question des rendements. Par exemple, tu vois, pour la société médiévale, on connaît, même encore durant l'Ancien Régime, des périodes de disette, des difficultés à avoir des rendements suffisants à certaines périodes de l'année, voire des épisodes de famine même qui sont documentés. Est-ce qu'on a connaissance de ce genre de problème qui pourrait du coup peut-être être lié à une faiblesse des rendements et qui serait sujet à des moments de crise en lien avec de mauvaises récoltes? Alors, on a quelques documents. Disons que le gros souci qu'on va avoir, c'est la question des sources écrites. Oui, ça serait par écrit, ça. Parce que les sources écrites dans le monde mésoaméricain, pour tout ce qui est au plateau, de la ceinture volcanique transmexicaine, donc cette partie centrale du Mexique, qui est pourtant une partie fondamentale dans l'histoire de la Mésoamérique. Les textes les plus anciens qu'on ait, je crois que c'est 12e, 13e siècle, et ils se comptent probablement sur les doigts d'une main. Donc il y en a très très peu. Ça a été assez systématiquement détruit en plus par les Espagnols quand ils sont arrivés, parce que considéraient que c'était des textes qui étaient... c'était le malin qui avait fait ça. Hein. Et hop, on foutait le feu à tout ça. Et on a un petit peu plus de textes dans la zone Maya, même si tous les codex, donc tous ceux qui étaient écrits sur papier, ont été brûlés. Hein. Il y a un très très grand autodafé qui a eu lieu en 1561 où ils ont tout cramé. Et il y a des textes sur de la pierre, il y a un petit peu de textes plus anciens sur de la pierre, mais qui généralement ne mentionnent pas ce type d'événement. On a un peu de données, on en a quelques-unes, mais assez peu pour documenter ce genre de choses comme on pourrait le faire, comme on le fait en Europe. Je pensais à ça parce que la discussion là portait sur, en gros, qu'est-ce qu'on peut attendre, espérer du passé pour mieux faire aujourd'hui. Et je me disais, effectivement, on pourrait avoir tendance à vouloir se réfugier dans le passé en voyant cette ingéniosité, cette adaptabilité des sociétés agraires anciennes,
Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier, alors Antoine a bien dit que déjà, bon, il n'y a pas une solution, jamais voilà, une clé magique qui existe. Il y a des solutions locales en réalité, mais aussi derrière, il y a la question de l'efficacité, je dirais, de la production agricole quand on passe à des très grandes échelles, comme c'est le cas depuis un moment chez nous. Et même de ce point de vue-là, l'agriculture ancienne jusqu'à très récemment, voilà, ne produisait pas, enfin, avait pas des rendements énormes. Et il y a donc eu longtemps des épisodes de disette, voire de famine. Alors, il suffit pas d'une mauvaise récolte pour créer une famine. On sait aujourd'hui que c'est là aussi beaucoup plus compliqué, que c'est derrière tout un, on va dire, un écosystème qui fait que ça peut aboutir en fin de course à une famine ou une disette. Mais néanmoins, voilà, cette question de se dire qu'est-ce que je peux tirer du passé, ça peut être voilà, nous rappeler à du bon sens, mieux comprendre effectivement l'importance du local, de la compréhension des sols, mais pas le refaire revivre tel qu'il était, parce que de fait, c'était pas suffisant de toute façon pour assurer une sécurité alimentaire pour tous telle qu'on la connaît aujourd'hui à l'heure de l'abondance. De ce point de vue-là, en tout cas dans nos sociétés occidentales et riches. Donc voilà, effectivement, en termes aussi de garde-fou, de ne pas idéaliser non plus ces sociétés agricoles anciennes. Ce qu'on peut aller chercher, c'est des espaces qui aujourd'hui sont marginalisés et considérés comme pas intéressants, mais qui peuvent peut-être l'être sous d'autres aspects. Donc. Et puis, alors dans un autre registre pas agricole, mais par exemple, parfois, il y a eu des pratiques anciennes qui, en fait, étaient ou polluantes ou inefficaces et qu'on a fini par abandonner. Par exemple, les Gaulois qui fabriquaient, enfin, qui faisaient du sel avec une technique qu'on dit du briquetage, qui était très consommatrice en bois. Ensuite, il fallait casser des barquettes en terre cuite pour récupérer des pains de sel. Donc, ça faisait des tas de déchets immenses. On a même construit des bourgs, des villages dessus tellement c'était important. Bon, à un moment donné, ça s'arrête net. On pense que voilà, les Romains arrivent avec une autre technologie, le marais salant, l'air, le soleil, la mer, la plage. Bon, ça marche, c'est plus efficace et finalement, à un moment donné, on passe à autre chose. Donc voilà un exemple dans un registre, on va dire, proto-industriel d'une activité ancienne, ingénieuse, qui a fait son office, mais qui en réalité n'était pas du tout écologique et durable et a fini par s'arrêter. Donc voilà, toujours garder ça, je pense, à l'esprit aussi quand on discute sur le passé et ce que l'on peut en faire au présent. Ne pas idéaliser le passé, oui, tout voilà. simplement. Et c'est en ça que d'ailleurs les travaux des archéologues, je trouve, sont intéressants dans cette réflexion qu'on a tous aujourd'hui sur qu'est-ce que climat, environnement, parce que ça apporte des éléments, mais aussi beaucoup de nuances sur ces liens de causalité avec, comme on l'a dit, le climat. Bon, bah, qu'est-ce que derrière? On voit que c'est pas simple. Hein. De temps en temps, l'historiographie pousse le curseur un petit peu vers le lien causal direct, et puis finalement très vite on revient un peu en arrière. On a beaucoup de mal à voir parce qu'on travaille sur des proxys. Donc, qu'est-ce qu'un proxy? Bah, c'est indirect en réalité. Donc, on est toujours un peu dans des liens très indirects. Donc, voilà, ça apporte beaucoup de nuances et du coup aussi d'humilité par rapport aux grands enjeux d'aujourd'hui et comment les traiter en fait, et même les penser tout court. Bon, je pontifie, ça sent la fin de séance. Est-ce qu'éventuellement il y a des remarques ou des questions aussi pour discuter? On arrive doucement vers la fin, mais bon, on est tranquille, hein, c'est le moment. On a fait le tour? Eh ben, écoutez, je remercie donc Antoine. De toute façon, c'est l'heure, et l'heure, c'est l'heure. Merci encore pour ton intervention. Et puis, je vous dis donc rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur la chaîne YouTube de la FACHE pour retrouver Antoine bientôt. Et puis, les autres interventions. Et puis, j'espère l'année prochaine, on pourra reconduire ce cycle avec d'autres intervenants, toujours sur cette question de l'évolution des paysages, du lien avec l'environnement, le climat et les approches géographiques, archéologiques. Vous voyez, apporte beaucoup de connaissances sur des problématiques qui nous soucient aussi aujourd'hui. Merci à tous, puis bonne soirée. Merci Antoine.